Là, Qu'est-ce que tu dis? Françoise, est-ce que tu es disponible maintenant? Oui, est-ce que vous m'entendez si je parle? Vous m'entendez bien là? Oui? Oui. Oui. Tester le micro, vous me recevez? Ok, super. Oui. On coupe le micro à gauche. Voilà. Voilà, j'avais dit, c'est ça. Oui. Donc, je vais te mettre ta conférence, ton PowerPoint. Et voilà. Donc, quand tu veux que je change, tu me dis. Ok. Okay. On y va là? Oui? Ah bah oui, tu peux y aller, il est largement l'heure. Alors, moi, je vais te récupérer. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais vous remercier d'être présents ce soir et puis je voudrais aussi remercier Frégate, les organisateurs, de pouvoir organiser cette conférence. Alors, ce soir, je souhaiterais vous parler du thème de la confiance en soi, de comment est-ce qu'on peut la retrouver, alors que souvent on croit l'avoir perdue, enfin souvent certaines personnes croient l'avoir perdue, grâce à la méditation, grâce à l'analyse transactionnelle et à une autre approche, l'IFS, qui est assez cousine de l'analyse transactionnelle sous certains aspects. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Françoise Temmerman, je suis psychologue, psychothérapeute, je suis consultante en organisation, professeure de yoga et en formation en analyse transactionnelle en contrat dans le champ des organisations. Voilà. Alors, au fond, cette conférence, elle est le fruit d'un chemin et d'une réflexion que je mène sur la confiance en soi et de manière plus globale sur la force de vie qui nous anime. Avant de rencontrer l'analyse transactionnelle, j'ai été formée à la psychanalyse qui, dans son vocabulaire, traite à sa manière de cette force de vie qu'est la libido et des tensions entre Eros et Thanatos. Ensuite, je me suis formée au yoga, à ses fondements, à sa spiritualité. Et à ce propos, cette dernière dimension renvoie à cette force de vie dans sa dimension spirituelle, cette conscience de notre nature profonde qui reste en nous, quoi qu'il arrive, même dans les dépressions profondes. Et cette conscience, le yoga l'appelle Purusha, le bouddhisme va l'appeler nature de Bouddha. Simplement dans les dépressions profondes ou dans d'autres événements où nous avons l'impression de manquer de confiance en nous, c'est simplement que nous ne pouvons plus nous y connecter. Alors, l'année passée, à l'occasion de mes lectures, j'ai découvert le livre de François Ledos qui s'intitule « La force de la confiance » et qui présente l'approche IFS. Et en fait, il explique au fond comment dans cette approche, grâce à la méditation, nous pouvons nous reconnecter à cette force intérieure. Mais du coup, comme je suis en formation en analyse transactionnelle et dans le champ des organisations, la question de ce qu'en dit l'AT s'est imposée à moi. Ainsi que l'autre question, son pendant, à savoir comment faire bénéficier les groupes où nous intervenons. Et donc, l'idée clé que j'aimerais défendre ou en tout cas développer ce soir, c'est que cette confiance, cette force intérieure qui est en nous, quels que soient les événements que nous traversions, nous pouvons nous y reconnecter. Certaines personnes pensent l'avoir perdue ou voire jamais eue, mais on peut vraiment s'y reconnecter et la retrouver. Voilà, Jacques, si tu peux mettre le slide 2. Merci. Alors, au menu ce soir, je voudrais dans un premier temps vous présenter le psychisme qui est multifacette, mais ça je vous apprends rien puisque l'analyse transactionnelle défend cette idée-là. Le deuxième point, c'est que la confiance est la force
sont en nous. Je voudrais développer ce point-là. En troisième point, réfléchir à pourquoi perdons-nous la confiance, qu'en dit la littérature. En quatrième point, et la méditation dans tout cela, en quoi est-ce qu'elle peut nous aider? Et alors en dernier point, réfléchir à l'okéness dans les groupes, comment la méditation peut venir être un appui ou apporter, être d'une aide précieuse, en tout cas dans les processus de groupe. Voilà. Alors je propose qu'on aborde le point 1. Jacques, si tu veux bien mettre le slide 3. Merci. Alors, l'idée d'une multiplicité du psychisme est élaborée en 1920 par Freud avec sa seconde topique, le moi, le ça et le surmoi, qui sont des composantes de la personnalité. Par la suite, d'autres méthodes psychothérapeutiques se sont développées, reposant sur le postulat que nous sommes composites, à savoir la psychosynthèse mise au point par le docteur Assagioli, l'analyse transactionnelle avec Berne, le dialogue intérieur élaboré par Hall et Sidra Stone, et puis l'internal familial system développé par Richard Schwartz dans les années 80. Tu peux mettre le slide 4, s'il te plaît, Jacques. Merci. Non, le 4. Ça, c'est le précédent. Le suivant, s'il te plaît. Ah oui, pardon. Ok, merci. Alors, l'analyse transactionnelle présente les 3 états du moi, le parent, l'adulte et l'enfant, avec les différentes composantes au sein des états du moi sur le plan structural. Ces différentes composantes interagissent entre elles via les injonctions, les contre-injonctions, les drivers, les décisions scénariques, pour créer en fait un dialogue intérieur. Alors, j'aimerais aussi vous présenter un tout petit peu l'approche IFS, qui a aussi une théorie intéressante sur le développement et la perte de la confiance en soi. Elle a un côté en fait très didactique et pragmatique que j'utilise aussi dans mes séances avec les clients. Donc, en fait, pour l'IFS, nous sommes constitués aussi d'un très grand nombre de parts qui sont les manifestations d'un ego multifacette. Les parts sont de véritables entités assimilables à des personnalités intérieures à part entière, profondes et complexes, capables de relations. Cette diversité existe en chaque être humain. Le plus souvent, nous ne sommes pas conscients de cette multiplicité à l'intérieur de nous, ni de la façon dont celle-ci s'organise. Nos parts sont interdépendantes, elles convergent, un peu comme les rayons d'une roue de vélo vers un même centre, qui est le self. Tu peux cliquer sur le 5, s'il te plaît. Le sentiment d'unité, qui est conféré par l'expérience que nous faisons tous plus ou moins confusément de notre self, est celui par lequel l'expérience de la multiplicité intérieure n'est pas perçue comme une fragmentation, un morcellement, mais comme la manifestation de notre richesse. Tu peux cliquer sur le suivant. Merci. Et donc, le self est défini comme une qualité de présence au monde et à soi, une disposition de l'être, une qualité d'énergie dont les caractéristiques sont la curiosité, la compassion, le calme, la confiance, la créativité, le courage, la connexion. Cette disposition permet aux personnes d'entrer facilement en relation avec leur monde intérieur et de le pacifier. Et ce que l'IFS appelle le self-leadership, c'est en fait la capacité d'une personne à pouvoir diriger son système intérieur depuis son self. Restaurer la personne dans son self-leadership constitue en fait l'objectif ultime de la thérapie en IFS. Voilà. Alors, pour l'IFS, on parle de clé de guérison. On n'est pas obligé d'utiliser le terme de guérison. On peut aussi parler de retrouver le calme intérieur, la force intérieure, la paix intérieure. Mais la clé, en fait, de cela réside dans le rétablissement d'une relation pacifiée entre les membres du système et la personne en son self. Voilà.
Cliquez. Alors, nous allons vers le deuxième point, qui est la force et la confiance de vie sont en nous. Et donc, de ce que j'observe, c'est que beaucoup de traditions et d'approches psy parlent de cela. Donc, comme je viens de vous le dire, selon l'IFS, le self est toujours en nous avec les qualités suivantes, hein, la curiosité, la compassion, le calme, la confiance, la créativité, la connexion, le courage. Et qu'en disent alors les traditions spirituelles? Eh bien, les traditions spirituelles considèrent que nous avons en nous un soi comme pure conscience, une sorte de base positive de l'être et qui est commun à tous. Le soi est le support de tout le reste, la base même de la profondeur. Le moteur principal du bien-être et de la paix intérieure se fonde en fait sur l'intensité de l'expérience positive dans l'instant présent. Ceci implique le postulat que la personne possède déjà tout ce qui lui est nécessaire et que cette ressource, le soi, est intacte. Et donc, elle propose de rétablir l'accès comme préalable au traitement des épreuves existentielles. La conscience du soi représente une étape fondamentale et préliminaire au développement de la dimension spirituelle de cette force de vie. Celle-ci nous invite à découvrir en quoi consiste notre nature profonde, selon les traditions orientales. Comme je vous disais tout à l'heure, le bouddhisme va parler de la nature de Bouddha et le yoga va parler de Purusha. Voilà, Jacques, tu peux mettre le slide suivant, le 9. Et donc, du coup, qu'en dit l'analyse transactionnelle à ce sujet? Alors, tout d'abord, un petit rappel des 4 postulats philosophiques, c'est que chacun est OK, chacun a la possibilité de penser, de sentir et d'agir. Chacun a la responsabilité de faire des choix dans la vie et d'assumer les conséquences de ces choix. Et puis, 4e postulat, les conclusions de la petite enfance peuvent être redécidées aujourd'hui. Ça veut donc dire que les gens peuvent changer de façon réelle et durable. Tu peux cliquer, Jacques. Alors, Berne postule que nous naissons princes et princesses, mais il ne définit pas vraiment l'okiness. Alors, j'ai trouvé une définition chez Claudie Ramon qui dit que chacun de nous est OK, c'est-à-dire que dans la situation où il est, et surtout tel qu'il l'aperçoit, il fait le meilleur choix parmi ceux qu'il connaît. Donc ça, c'est tiré de son livre Grandir, page 31. Alors, pour moi, l'okiness est à distinguer du postulat « chacun est OK », parce que pour moi, ce n'est pas la même chose. Chacun est OK, c'est un postulat, tandis que l'okiness, c'est une énergie. Alors, pour Jacques Moreau, l'okiness, c'est la capacité à faire face. J'espère que j'ai dit juste, hein, Jacques. Alors, pour Frédéric Bach, par contre, c'est un ensemble de sensations où on intègre les parties agréables et désagréables de la réalité avec bienveillance. C'est cette énergie avec laquelle le bébé vient au monde, qui représente à la fois une force ascendante, c'est-à-dire une joie d'être, la confiance, l'empathie, l'ouverture au monde, et en même temps une force descendante, c'est-à-dire tous nos points d'effort, nos parts d'ombre, qu'on vient mettre à l'épreuve sur Terre pour les transcender. Alors, pour ma part, c'est expérimenter l'acceptation profonde du réel et l'incarner. Alors, la manière dont Schwartz définit le self comme une qualité de présence au monde et à soi, une disposition de l'être, une qualité d'énergie dont les composantes sont la curiosité et la compassion. Et donc, je pense que quand on met ces 2 définitions proches l'une de l'autre, on peut vraiment se rapprocher l'okiness de ces définitions du self de l'IFS et dire qu'en cela est son cousin. Tu peux cliquer, Jacques? Alors, une des caractéristiques de l'analyse transactionnelle, c'est cette capacité à rechercher et à construire l'okiness à la fois chez l'individu et au sein des groupes. Cette énergie se loge en fait dans E0.
Hein. Ensuite, l'enfant va progressivement entamer son développement et construire son moi avec la création de l'adulte et du parent, et puis en suivant tous les stades qui ont été définis déjà dans la littérature et qui vont finalement créer le cadre de référence et le scénario. Hein. Ce cadre de référence va créer un filtre à travers lequel on perçoit notre réalité tout en la créant. Notre scénario va s'établir, c'est-à-dire notre manière de répondre à la réalité et à ces questions existentielles qui peuvent représenter au fond des épreuves. Et donc, l'analyse transactionnelle explique bien comment nous pouvons fonctionner avec notre scénario et nous couper à certains moments de notre enfant, ou en tout cas de certaines de ses parties, parce que nous sommes sous l'emprise de nos injonctions, de nos contre-injonctions, de nos drivers, de nos décisions scénariques. Et du coup, nous perdons de vue et nous sommes déconnectés de notre énergie E0. Par contre, lorsque nous sommes alignés, dans les moments de paix intérieure, nous sommes reconnectés à notre E0, dont l'énergie peut alors se diffuser à travers les 3 états du moi. Tu peux cliquer, Jacques? Et donc, la méditation est notamment ce processus où l'on pacifie son être intérieur en revenant à ici et maintenant, à ses sensations corporelles, ce qui permet de se reconnecter à son énergie de base, où l'adulte fait en fait le mouvement de porter son attention vers cette énergie E0 et lui ouvre la porte, lui permet de circuler à travers tous les états du moi. C'est ce noyau positif qui constitue le ressort des processus de résilience que nous pouvons observer chez les individus qui rebondissent de manière créative après une épreuve de vie traumatique. Voilà, tu peux mettre la 14, s'il te plaît, Jacques. Merci. Et donc, nous sommes culturellement habitués à rechercher à l'extérieur de nous la cause de nos difficultés ainsi que leurs solutions. Bon, il existe aussi une raison plus intime qui nous retient de nous tourner vers l'intérieur, qui est notre peur de trouver là des émotions liées à l'enfance, que nous pensons difficiles à soutenir et impossibles à transformer. Pourtant, si nous apprenons à regarder d'abord en nous-mêmes, depuis notre self ou notre E0, et à intégrer ensuite tout ce qui s'y trouve, les émotions, les croyances, les comportements destructeurs ne nous apparaissent plus alors comme des anomalies à corriger, mais comme des caractéristiques de part de nous qui ont besoin d'être aidées. L'intérieur rejaillissant sur l'extérieur, déployer ainsi de la compassion en nous-mêmes nous permet ensuite de lever les yeux et de porter un regard neuf sur nos relations, nos familles, la société, donc sur moi, sur les autres et sur le monde. Le monde ne semble plus tout à fait le même parce qu'il porte désormais un être qui s'est laissé transparaître dans sa vie quotidienne un peu plus de son cœur, de sa vulnérabilité, puisant sa force non plus dans la volonté de puissance nourrie par la peur, mais dans la confiance. Voilà. Je peux passer au 15, Jacques. Alors, on va aborder le point 3. Donc, d'abord, un petit point théorique sur pourquoi est-ce que nous perdons la confiance, qu'est-ce qui se passe. Donc, à ce propos, il convient de bien faire la différence entre ce qui relève d'une expérience négative et d'un trauma. Donc, un même événement peut donner lieu à l'un ou à l'autre. Dans le premier cas, donc dans le cas d'une expérience négative, l'individu est soumis à de fortes contraintes psychiques, une éducation rigide par exemple, ou à des blessures narcissiques, humiliation, carence affective, négligence parentale, violence verbale ou morale, deuil, ou à des expériences traumatiques d'une très forte intensité, comme une anesthésie, une opération chirurgicale. Mais en fait, il trouve dans son entourage ou auprès d'un bon professionnel de l'accompagnement l'appui dont il a besoin
pour assimiler l'expérience telle qu'il l'a vécue. Donc, s'il se sent compris, accueilli, accepté, réconforté, consolé, protégé, rien ne se fige en lui. L'expérience négative est assimilée comme terminée, puis rangée au rayon des mauvais souvenirs. La personne en garde la mémoire, mais à une certaine distance. Et surtout, elle est capable d'en tirer les leçons. Elle est sortie grandie de l'épreuve, selon le mot de Nietzsche qui veut que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Dans le cas du traumatisme, les choses ne se passent pas du tout de cette façon-là. En fait, la personne se retrouve seule pour gérer ce qui lui arrive. Elle n'a aucune main tendue, aucun cœur ouvert, pas de personne disponible dans l'entourage, nulle âme pour l'aider à accueillir, à réguler les émotions. Or, le vécu émotionnel est tellement intense qu'elle ne peut y faire face et se retrouve dans la nécessité de le mettre hors du champ de conscience, à le cliver à l'intérieur d'elle, avec tout un fond d'émotions retenues et de croyances sédimentées. Et donc, un fardeau se constitue ainsi, enfermant la part blessée comme dans une gangue. Tout se fige comme dans les contes où la princesse ensorcelée s'endort pour l'éternité. Les raisons pour lesquelles la présence du soi n'est pas perçue dans ces situations sont encore incertaines. Mais nous pouvons quand même avancer une hypothèse qui se rapporte à l'immaturité cérébrale de l'enfant. L'enfant qui doit traverser une expérience qui excède ses capacités d'assimilation et qui doit pourtant faire face. Et en fait, il ne peut trouver le soutien nécessaire en lui-même, comme un adulte, pour traverser une telle épreuve. L'expérience est vécue comme une nuée ardente qui le submerge et vient obscurcir la flamme de sa conscience. Plongé dans l'obscurité, le système intérieur se perçoit comme isolé. Tu peux changer de slide, s'il te plaît, Jacques. Merci. Et donc, le sentiment de solitude n'est donc pas à mettre sur le compte d'une carence ou d'une démission de soi. Ce sont des croyances que les parties de nous pourraient nourrir. Il s'explique par les contraintes auxquelles le système entier a été soumis. Je pense que tu peux mettre le slide suivant, Jacques. Le 17. Je n'arrive pas à voir les numéros. Voilà, merci. Ok, c'est bon. Donc, comme je vous disais, le sentiment de solitude n'est donc pas à mettre sur le compte d'une carence ou d'une démission du soi ou du self. Il s'explique par les contraintes auxquelles le système entier a été soumis pendant cette expérience traumatique. La mise en veille de la conscience peut être interprétée comme un mécanisme instinctif de survie. Et donc, du coup, le résultat est un dommage grave et durable. La perte de lien et de confiance du système intérieur dans ce qui constitue pourtant la ressource vive, toujours accessible et inépuisable, et qui permettrait de résoudre tous les problèmes auxquels les personnes se trouvent, ne trouvent pas par eux-mêmes que des solutions imparfaites. Mais le soi n'est pas mort dans la catastrophe. Sa restauration à la place de leader constitue le but ultime des thérapies en général, et de l'IFS aussi, et de l'analyse transactionnelle aussi. C'est amener plus de conscience dans le système, sur les comportements et les intentions des différentes parts, permettre la libération des blessures. Ce qui est crucial, parce qu'en fait, c'est là que représente le point de basculement vers la confiance et le fait de retrouver sa confiance. Slide 18. Alors, pour les raisons expliquées précédemment, l'accès conscient de l'enfant à son propre self n'est pas possible ou insuffisant. À l'âge adulte, les mécanismes neurobiologiques sont matures et le permettent, par contre. Mais l'accès au self n'est pas automatique et requiert un certain entraînement. L'IFS n'est pas la seule pratique libérant l'accès au self. Il en existe d'autres, la méditation,
la pratique spirituelle, les activités physiques, la fréquentation de la nature, la pratique des arts martiaux. Et donc, ces pratiques qui sont axées sur la relation intime qu'entretiennent le corps et l'esprit ouvrent les portes d'accès au self. Tu peux cliquer sur le suivant. Mais il ne faut cependant pas sous-estimer l'importance, même pour les personnes entraînées, de l'apport du self d'un tiers, d'un ami, d'un parent, d'un thérapeute, à travers une relation de confiance pour permettre de faire l'expérience consolatrice ou thérapeutique à laquelle elles aspirent. Parce que souvent, en début de chemin, le self de la personne est dévalorisé. Et donc, il est nécessaire, pour réinitier la confiance au self, de passer par le self d'un tiers. Et donc, on peut voir que la confiance en soi se perd souvent dans la relation à l'autre, mais elle se restaure aussi souvent dans la relation à autrui. La éteinte. Okay. Alors, et la méditation dans tout cela? En quoi est-ce qu'elle peut nous aider? Alors ici, je vais me baser sur les apports du docteur Jacques Vigne, qui est un psychiatre, qui est devenu moine méditant et qui est passionné et en même temps qui écrit beaucoup de livres sur la question du rapport entre psychologie et spiritualité. Et donc, selon lui, il s'agit de comprendre profondément que c'est le mental sensorimoteur, de par son agitation constante, qui empêche la joie déjà présente à la base de nous-mêmes de se manifester. Quand une voiture s'embourbe, ça ne sert à rien d'accélérer. Il faut sortir du véhicule et aller sur la terre ferme pour tirer à partir de ce point d'appui. En psychologie, on parle aussi beaucoup de la position au-delà. En PNL, par exemple, il existe un exercice très simple qui s'appelle prendre la position méta. Hein, en fait, il s'agit seulement de se voir comme si on était derrière soi. Cela reprend ou redécouvre en fait une ancienne technique de méditation. On parle souvent de recourir au soi qui observe pour soulager les anxiétés, les peurs, les conflits intérieurs. Cette position permet de sortir d'un cercle vicieux qui est celui de l'identification. Par exemple, l'identification, c'est dire « je suis colérique » ou « je suis anxieux ». Avec l'IFS, on dirait « il existe une part en moi qui est en colère ou anxieuse, mais je ne suis pas que cette partie-là ». Avec l'analyse transactionnelle, on dirait « c'est OK pour moi de ne pas être OK maintenant. Mon état du moi enfant est en colère et l'adulte peut regarder ça en allant chercher du parent nourricier ou en adoptant un comportement socialement acceptable pour, qui serait résolutoire et constructif. En élargissant ainsi la conscience, on permet au soi de se manifester complètement, dit une tradition spirituelle. Okay. Merci. Notre mental est un enfant qui joue avec les objets extérieurs ou les pensées. Pourtant, la mère, elle ne regarde pas les jouets avec lesquels l'enfant joue, elle regarde l'enfant qui joue. Donc la méditation, elle nous invite à devenir cette mère. Et c'est tout un processus, et c'est vrai que ça prend du temps. Et donc comprendre comment gérer les émotions est un sujet central. La source émotionnelle, qui est située dans l'abdomen, peut être régulée par des pratiques respiratoires et méditatives qui font intervenir la zone juste en dessous du nombril, le hara. Et donc, le point à ne jamais perdre de vue à propos des émotions, c'est qu'elles sont extrêmement changeantes. Ce n'est que par commodité ou habitude que nous leur surimposons un vernis de continuité. Mais en réalité, nous gardons tous la variabilité émotionnelle de l'enfant, voire du nourrisson. Prendre réellement conscience de ça est libérateur en soi. Donc ici, une petite histoire zen.
Et qu'un jour, un moine zen vient voir son maître et lui dit: « Je ne réussis pas à maîtriser ma colère. » Le maître lui répond: « Montre-moi ta colère ici et maintenant. » Et le moine, déconcerté, reste bouche bée. Et le maître conclut: « Si tu ne peux me montrer ta colère maintenant, c'est qu'elle n'est pas ta vraie nature. Et donc, médite sur ta vraie nature. » C'est un peu comme quand on est en méditation et qu'on laisse passer les nuages dans le ciel sans s'y accrocher. Hein, notre colère, c'est comme un nuage, mais notre colère n'est pas tout le ciel. Tout le ciel, c'est notre vraie nature. Alors j'ai une autre petite histoire aussi qui illustre ça. Un jour, un disciple part à la recherche d'un vieux maître zen dans la montagne. Et quand il arrive à l'ermitage, le maître lui ferme la porte au nez. Déçu et un peu en colère, le disciple repart. Et absorbé par ses pensées, il ne voit pas une pierre au milieu du sentier et il se cogne un doigt de pied. Alors il est immédiatement envahi par une douleur intense, mais plus intense encore surgit en lui la question: qui est ce je qui souffre? Je vais passer au slide suivant. 22. Merci. Comme le souligne Jadvi, émotions et stress sont liés et correspondent à des sécrétions élevées de cortisone et d'adrénaline. On a montré qu'il y avait accoutumance à des taux élevés de cette dernière hormone et donc réaction dépressive de manque quand elle redescend à des taux normaux. Il faut comprendre que la plupart des gens s'ennuient au fond d'eux-mêmes. L'explosion émotionnelle, passionnelle apporte du changement. Ils se mettent à avoir quelque chose à se raconter, à raconter aux autres. Et donc, si la souffrance émotionnelle peut hypnotiser le mental, c'est d'abord parce qu'elle est un événement dans la grisaille quotidienne. Et en fait, en cela, ça représente une certaine jouissance. Et quand on lit ça, on retrouve tout à fait ce que Berne a écrit à propos des jeux et des bénéfices secondaires. Voilà, alors ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au point 5 et de prendre un petit temps pour réfléchir à l'okiness dans les groupes, ou comment on peut utiliser tout cela dans nos groupes. Alors, l'analyse transactionnelle à travers l'école tensionnelle rappelle que la vie est traversée de tensions et que la violence est intrinsèque à la vie. Les groupes que nous accompagnons sont donc traversés de différentes manières par ces tensions, par cette recherche de nouveaux équilibres, cette question existentielle de la violence à laquelle ils doivent faire face. Une des caractéristiques fondamentales de l'analyse transactionnelle, c'est d'instaurer cette openness dans les groupes. Or, si l'on sait que le premier élément de la groupalité, c'est de se mettre en rond, donc en ça je me réfère aux écrits de Harari, qui écrit dans Sapiens que la groupalité est née avec la découverte du feu, puisque c'est à ce moment-là que les hommes ont pu se mettre en rond autour du feu et voir que le danger pouvait arriver derrière le dos de l'autre. Oui, Jacques, tu peux passer au slide suivant. Alors, notre responsabilité d'intervenant, du coup, c'est de créer des bulles d'openness pour que nos clients soient en capacité de gérer ce qu'ils ont à gérer. Alors, créer des bulles d'openness dans les groupes, ça revient à la fois à se mettre en rond, à placer un dispositif sécurisant auquel le groupe adhère afin de réguler, et à aussi créer des sas au niveau des frontières des groupes qui permettent de transmuter et de transcender la violence ou les tensions. La méditation et toutes les formes de retour à ce soi profond en nous peuvent être utiles dans ces bulles de kinès, dans la mesure où ça va permettre à l'individu de se recentrer en lui-même, de prendre du recul par rapport à ses peurs, à ses mécanismes de défense, de se reconnecter à ses ressources intérieures qu'on ne voit plus quand on est sous l'emprise de la peur et des mécanismes de défense, et de favoriser un processus où l'ouverture à l'autre et la compassion sont possibles, et ainsi de pouvoir quitter les jeux. C'est là-dessus.
Et donc, cela va diffuser le respect dans le groupe, atténuer les processus, permettre l'accès aux ressources et donc améliorer l'activité de groupe. Personnellement, j'ai expérimenté ça dans un groupe que je supervisais. C'est un groupe d'éducateurs que j'accompagne et où il y avait énormément de tensions et de conflits. Et donc, le fait de poser un cadre sécurisant et puis aussi de prendre quelques minutes, pas plus, où je les reconnecte à leur respiration, à leur corps, ou éventuellement je lis d'une petite méditation courte, a permis de changer complètement la dynamique de l'équipe. Et donc, quand je fais ça, je sens vraiment un changement entre le début de démarrage du groupe et après la poursuite de la supervision. Alors, mon expérience aussi comme animatrice de groupe de parole sur la confiance en soi et la méditation me donne aussi l'occasion d'être témoin privilégié d'expériences et de moments de partage entre participants qui, du coup, ont beaucoup plus facile d'aller vers l'authenticité. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils vont vers une plus grande autonomie au sens bernien, puisqu'ils font des prises de conscience, ils sont dans l'intimité et la spontanéité. Et donc, cette autonomie rend possible les processus d'interdépendance, de co-construction et de coopération au sein des entreprises et des organisations. Je voudrais quand même juste faire un petit nota bene, que la manière d'être OK dans un groupe va dépendre du type de groupe, c'est-à-dire de son niveau de développement et du cadre de référence de ce groupe. Ainsi, dans certains types de groupes, des groupes qui sont plutôt de type de horde, être OK, c'est casser la figure à l'autre. Dans des groupes plus communautaires, plutôt de type vert, être OK, c'est de ne pas décider sans les autres. C'est écouter les autres. Ainsi, la notion d'être OK s'articule aux notions de normes collectives également. C'est à mettre en perspective, ça. Une norme collective dans le sens où un comportement est socialement acceptable dans tel type de groupe et pas dans un autre. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses que vous voudriez partager. Oui, moi oui. Oui. Déjà, merci pour cet exposé. Franchement, c'est chouette, très clair, et puis posé, et puis aussi poétique, métaphorique. Et j'aime beaucoup le lien entre l'analyse transactionnelle et les approches de spiritualité. C'est quelque chose que j'explore de mon côté aussi. De mon point de vue, il y a un lien aussi à faire avec la conscience au sens bernien. Moi, je le verrais vraiment. Je crois que Berne a découvert à travers la conscience ce trésor qui est la nature du self, la nature du soi. Parce que quand il le décrit d'une manière conscience et œilétique, voir une cafetière et écouter les oiseaux chanter, c'est vraiment une reconnexion à quelque chose qui est au-delà du mental. Voilà. Ok. Merci. Merci Eric. Est-ce qui veut dire quelque chose, poser une question? 3, 4. Très bien. Merci Françoise pour cet exposé, c'était super. Je partage beaucoup de choses de ce que tu as dit, des choses que je découvre. Personnellement, j'expérimente beaucoup ces approches, notamment, comme tu le sais, avec le yoga du son. Et en fait, tout ce qui amène l'individu à se recentrer et à chercher une voie extérieure au mental, de toute façon, amène beaucoup de choses. C'est extrêmement puissant parce que la plupart de mes clients sont enfermés dans le mental, dans l'analyse et effectivement, peut-être pas au bon endroit.
Donc, ce que tu as dit au départ, c'est-à-dire qu'on va chercher à l'extérieur la solution de nos problèmes, parce qu'on dit que nos problèmes sont à l'extérieur. Le point de départ étant de déjà faire le ménage à l'intérieur et se recentrer, c'est absolument fondamental. Et de passer par des méthodes qui ne sont pas mentales, je trouve, est très aidant. En commençant par là, on évacue beaucoup de choses et ça éclaircit. Voilà. Merci Philippe. Moi, tant que j'ai la parole, j'ai une question pour toi, Françoise. Outre le fait que je suis vraiment ravi de tout l'excellent travail que tu nous présentes, je dirais pas mieux qu'Éric dans la façon dont il a décrit ton travail, mais bravo, hein. C'était très intéressant. J'ai une question juste de vérification. Ce que tu appelles self, c'est E0? Je l'ai placé dans le E0 parce que je me dis que E0, c'est quand même l'énergie avec laquelle on vient sur Terre. Voilà. Merci. C'est pour ça que je l'ai mis là. Maintenant, je suis un petit peu gênée parce que je me dis, il est englobé du coup dans le cadre de référence, dans les 3 états du moi, qui est quand même notre mental. Et donc, j'avais envie de voir en analyse transactionnelle où on pouvait schématiser cet endroit qui est un peu au-delà du mental, un peu en dehors. Comme les traditions spirituelles nous disent, on a ce soi qui est toujours là, même quand on a des grosses blessures, même quand on a des clivages. L'IFS dit, il y a le self et autour, il y a les parts. Et alors, je me dis, ben, en analyse transactionnelle, oui, il y a E0, mais le E0, il est dans les 3 états du moi. Et c'est ça qui me gêne un peu. Mais bon, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Jacques. En tous les cas, j'aime bien ta réponse. Avec la question qui va avec. Qui est-ce qui veut encore dire quelque chose, qui a envie de... il nous reste un petit peu de temps, il nous reste 14 minutes. Voilà, donc si vous avez envie de faire un commentaire, de poser une question, alors vous êtes bienvenus. Je vois qu'ici, il y a une question. Est-ce que le self pourrait être l'adulte intégrant? Mais en fait, c'est ce que j'ai pensé au départ. J'ai pensé au départ que le self était l'adulte intégrant et en fait, non. Parce que l'adulte intégrant, c'est aborder nos différentes parties à partir du mental et du rationnel. Et or, le self, il est tout sauf le rationnel. Il est cette énergie de compassion, d'accueil, d'ouverture que nous avons en nous. Et du coup, c'est comme ça que j'ai quitté l'idée de l'adulte intégrant et que je suis allée vers E0. Mais peut-être que E0 n'est pas encore la réponse définitive, je ne sais pas. Merci. Ben, peut-être encore des expériences que vous avez. Est-ce que vous travaillez avec vos clients, vous osez faire la méditation avec eux, vous osez les mettre en action dans vos travaux? Qui est-ce qui fait ça là? Qui est-ce qui ose faire ça? Bravo. Moi. Oui. Tu veux en dire quelque chose, Laurent? Voilà. Oui, régulièrement, je propose une petite méditation guidée et je confirme ce que Françoise disait. Je remarque que ça change vraiment l'expérience. Entre autres, dans l'exercice de visiter les différents états du moi, des positions perceptuelles, ça change la relation au fait à l'expérience. Ouais, je le confirme clairement. Oui. Et c'est à la fois c'est un impact intérieur parce que ça permet souvent de voir les choses complètement différemment, mais ça a un impact vraiment important dans les groupes aussi. C'est que ça change vraiment la dynamique du groupe dès qu'on invite les gens à se reconnecter à cette partie-là d'eux plutôt que d'être... parce que
Quand on est dans les jeux, ben, en fait, les comportements sont téléguidés à partir des blessures ou des mécanismes de défense ou de la recherche du bénéfice secondaire. Et quand on arrive à prendre du recul et à un peu se distancier par rapport à ça, ben, on n'est plus téléguidé par ça. Et du coup, la dynamique intérieure change. On arrive aussi à se reconnecter aux parties de nous-mêmes qui sont des qu'on a tendance à ne plus voir quand on est allez, sous le contrôle des parties scénariques, des parties blessées, etc. Et du coup, alors ça change la dynamique intérieure, mais quand on est en groupe, ça change aussi tout le processus de groupe. Et c'est ça que je trouve qui est tellement intéressant. Évidemment, il faut que les groupes adhèrent à ce genre de pratique. On ne va pas faire ça dans un groupe qui est une horde. Vaut mieux pas. Ce ne serait pas le bienvenu. Ok, oui, Eric. Oui, il y a un autre point que j'ai trouvé vraiment très puissant dans ta conférence, c'est qu'en fait, tel que je l'ai compris, en tout cas, la base des jeux, ce n'est pas le manque de signes de reconnaissance, mais c'est plutôt le manque de, alors toujours à ma façon, je le dirais, manque de conscience, manque de confiance ou manque de self, manque de connexion à cet état de tranquillité. Et du coup, les signes de reconnaissance seraient une sorte d'ersatz de conscience, puisque finalement, ça peut nourrir le mental au lieu de nourrir ce qui est posé. Oui. Oui, ce qui nous amène à jouer, c'est d'aller rechercher de manière complètement détournée des réponses à nos besoins, plutôt que de faire des demandes directes. Et donc, on peut le faire de manière gamey, quoi, en lançant des amorces de jeu. Et c'est vrai que pouvoir se reconnecter à soi-même, c'est probablement aussi une manière de prendre conscience de nos propres besoins et aussi de ce que nous... Si on est vraiment très lucide avec soi-même et dans une bonne introspection, on peut aussi prendre conscience de ce que nous recherchons dans les bénéfices secondaires. Et à ce moment-là, ben, plutôt que de le jouer, c'est de pouvoir y répondre d'une manière différente. Mais c'est vrai que c'est un processus, hein, on ne sait pas faire ça clic-clac comme ça. Ça demande un certain temps, je pense, de travail sur soi aussi. Donc, la conscience de soi serait un besoin fondamental. La conscience de soi serait un besoin fondamental. C'est pas un besoin, elle est là. Allez, et encore? Frédéric, Ah, désolé, Frédéric. pas Oui. de... Bonjour à toutes et tous. Je n'ai pas de vidéo, ma petite caméra est en panne, mais voilà. Donc, désolé pour ça. Un tout grand merci, François, super. Il y a le ton de ta voix que j'ai beaucoup apprécié, il y a le contenu, bien sûr. C'était très envoûtant, je dirais. Donc, c'était très méditatif. J'ai une question, mais avant ça, c'est vrai que dans les groupes que j'accompagne, je ne l'ai fait qu'une fois, une petite séance de méditation, mettre une vingtaine de personnes en cercle. Mais ce que je fais très régulièrement, et ça marche toujours bien, c'est de poser un cadre de sécurité pour l'atelier, l'animation, etc. Et dans le fond, ça permet aussi aux gens de se reconnecter à pourquoi ils sont là. Et dans le fond, à être bien conscient que c'est eux qui sont responsables, qui ne sont pas passagers. Et donc, suite à la conférence, je vais voir ce que je peux ajouter pour ce côté plus corporel aussi. Donc ça, merci pour ça, c'est chouette. Et alors la question que j'ai vers toi, c'est plutôt, tiens, tu parles de confiance en soi, le self. Quel lien vois-tu avec l'estime de soi et avec l'espérance? Alors,
j'englobe l'estime de soi, c'est plus l'image que l'on a de soi-même dans le rapport que l'on développe avec soi. Donc, c'est l'estime de soi, c'est ce qui répond un petit peu à la question si vous deviez vous décrire, que diriez-vous de vous? Et ça, c'est un petit peu l'image que l'on a de soi, l'estime. Ça, c'était la première partie. Et alors, l'espérance. Alors, l'espérance, c'est un terme qui est développé par Jacques, que Jacques utilise. Et donc, est-ce que tu es d'accord que j'y réponde, Jacques, ou est-ce que tu veux y répondre toi-même? Ok. Donc, Jacques, il fait bien la différence, et en cela, les traditions spirituelles le font aussi. C'est qu'en fait, il y a 3 grands types de bonheur ou de joie. C'est que le premier type, c'est le plaisir, c'est-à-dire le plaisir momentané qu'on a dans l'instant présent. C'est-à-dire, on va au restaurant, on passe un bon moment, c'est gai, et puis on part, on quitte le restaurant et c'est fini. C'est un plaisir qui s'achève. Le deuxième niveau, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est en fait ce que l'on peut éprouver de très agréable, mais qui dépend des événements extérieurs. Donc, par exemple, là, j'ai beaucoup de bonheur parce que vous m'envoyez des signes de reconnaissance positifs et je serais probablement fort dans un autre état si vous me disiez tous que c'était nul ce soir. Et du coup, ça vient dépendre de quelque chose d'extérieur. Vous voyez? Et puis alors, quand Jacques parle de l'espérance, c'est cette joie profonde que l'on a à l'intérieur de nous et qui est là toujours et qui ne dépend pas de l'extérieur et que l'on peut cultiver avec la méditation ou avec des pratiques comme le yoga, le tai chi, le qigong, les arts martiaux, mais qui nous reconnectent à cette joie profonde ou à cette force intérieure qui est toujours à l'intérieur de nous, mais dont nous avons souvent tendance à nous déconnecter. Ça répond à ta question, Frédéric? Parfaitement. Merci, Françoise. Okay. Merci beaucoup, Françoise, de tout ça. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu acceptes de partager ton PowerPoint avec les personnes présentes? Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, si le PowerPoint peut intéresser les personnes, c'est avec joie. En tous les cas, j'ai au moins une demande. Françoise? Okay. Françoise? Oui, Violette. Je te remercier personnellement. Je suis très émue de tout ce que j'ai entendu. Ça fait référence à mon parcours, voilà. Et je suis très touchée de ta dernière citation, surtout l'espérance, sur l'espérance et la joie intérieure. Voilà, je l'apprends. Merci beaucoup. Merci infiniment pour tout ce que tu as présenté. Et vous voyez, l'espérance ou garder la joie intérieure, c'est pouvoir se lever le matin, s'y connecter et se dire, elle restera en moi, quoi qu'il m'arrive pendant ma journée. Et donc, si par exemple, je prends ma voiture, que je me mets à rouler et que quelqu'un me fait une queue de poisson, je ne vais pas me mettre en colère. Je peux ressentir un peu d'irritation, mais je peux immédiatement me reconnecter à cette joie et ne pas donner le pouvoir à l'autre de me l'enlever. Et si après, j'arrive au travail et puis voilà, c'est un groupe qui est dans un état pas possible et qui nous fait vivre à l'intervenant quelque chose de particulièrement difficile, on peut ne pas mettre ça à l'intérieur de soi et rester connecté à cette force, à cette joie ou à cette espérance. Et à un certain moment, ça rayonne de nous et ça se communique aussi au groupe. Je le pense vraiment, aux autres, aux personnes qui rentrent en relation. Et donc, ça peut changer quelque chose dans le lien qu'on a avec nos clients ou les personnes qui sont autour de nous. Ok. Eh bien, Françoise, Frégate te remercie beaucoup pour ta contribution, qui est vraiment de très bon niveau. Je me demande d'ailleurs si tu ne ferais pas bien de passer ton examen en AT rapidement. Mais en tous les cas, je te remercie vraiment. C'était très agréable, très intéressant. Et j'aime beaucoup tous les liens et tout ce que tu mets en lien. Bravo, merci à vous tous pour être venus à Frégate écouter cette conférence. Et puis peut-être à une prochaine fois pour celles et ceux qui ont
sont intéressés par ces conférences. Et aussi, si vous avez une conférence à faire, vous pouvez la proposer. Voilà. Merci à vous du fond du cœur. Merci. Une bonne soirée. Merci. À tout bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci Jacques aussi. Au Bonne revoir. soirée à tout le monde. Restez bien dans la joie. Belle Tout à connexion fait. au pluriel. Dans la joie connectée. Dans la joie connectée. On va connecter. Voilà, et merci à Frégate pour la possibilité de cette belle soirée. Merci. Merci François. Jacques, comment on fait pour voir l'enregistrement? Eh ben, pour l'instant, je vais vérifier s'il marche. Et s'il marche, eh ben, je vais voir ce qu'on peut faire. Tu sais, Ok, je vais. merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Allez, bonsoir à tous. Allez. Voilà. Tac, tac. Tac. Bon, ben, attends, je vais y aller. Hein. C'est moi qui vais couper. Oui, c'est un décompte. François, reste là 2 secondes. Françoise. Je pense qu'il Et encore en ligne, Françoise? Oui, oui, je suis encore là. Oui. On organise une journée sur la pleine conscience et latte au mois d'octobre en Suisse. C'est vrai? Oh, c'est intéressant ça. Et je me suis demandé si tu serais intéressée de venir. Oui. Venir Oui, oui. C'est quoi la date? le 3 octobre. Le 3 octobre. Ok, je vais bloquer la date. C'est un quel jour? C'est un samedi. C'est un samedi? Ok. Je me suis dit qu'on pourrait rester en contact parce que Avec grand plaisir. Ah oui, ça m'intéresse vachement. est-ce que je vais trouver ton adresse dans les messages que tu nous as envoyés, Jacques? Ah, bon, vous allez vous débrouiller. Tu veux que je te l'envoie? Oui, je veux bien. Ce sera une demande plus claire. Merci d'avoir pris la perche. Ok. Ok, ben alors je te recontacterai. Oui, Françoise. oui, avec joie, vraiment, vraiment. À bientôt. À Alors. bientôt. Merci à vous. Et au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Alors attends, bouge pas. On va finir par pouvoir. Alors, vous pouvez vous déconnecter, Miss Catherine. Oui, ça va. Tu sais, je te renvoie un lien. Je te renvoie un lien. Mais c'est déjà parti.